Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Voici les titres. La MINUSMA accuse les forces armées maliennes et nigériennes d'exécution extrajudiciaire. Près d'une centaine d'individus auraient payé les frais de ces exactions, des accusations fortement contestées par les gouvernements des deux États. Des détails en début d'édition. Et puis l'UNICEF qui tire la sonnette d'alarme sur un éventuel risque de pénurie de vaccins dû à la réduction du trafic aérien à cause de la pandémie du coronavirus. 26 pays africains et asiatiques seraient concernés par cette crise qui risque d'entraîner des flambées épidémiques désastreuses si rien n'est fait. Et enfin, au Burkina Faso, le transport interurbain, périurbain et rural des personnes reprend ce lundi 4 mai. Une décision salutaire pour les nombreux transporteurs en arrêt d'activité. Depuis quelques semaines déjà, ils s'expriment dans ce journal. Voilà pour les titres de ce 20h. Merci de nous suivre. Un légionnaire de la force française Barkhane, blessé le 23 avril dernier au Mali lors d'une opération contre des djihadistes, est décédé ce vendredi des suites de ses blessures. Le brigadier Dmitro Martiniuk avait été blessé par l'explosion d'un engin explosif improvisé dans le Liptako. Né en Ukraine, le brigadier Dmitro Martiniuk était âgé de 29 ans, célibataire et sans enfant, a accompli toute sa carrière au 1er régiment étranger de cavalerie de Carpignac au sud de Marseille. Il s'était engagé en septembre 2015 dans la Légion étrangère où il a successivement servi comme pilote, chargeur d'obus puis tireur sur véhicules blindés. Après une mission à Djibouti en 2017, il avait été déployé comme chef de bord de véhicules blindés légers au Mali où il servait aussi comme conducteur de poids lourds. Ce décès porte à 42 le nombre de militaires français tués au Sahel depuis le début de l'intervention française en 2013. La mission onusienne au Mali, la MINUSMA, accuse les forces armées maliennes et nigériennes d'exécution extrajudiciaire dans la période du 1er janvier au 31 mars sur le territoire malien. Des exécutions chiffrées à une centaine d'individus pour le compte de l'armée malienne et une trentaine pour l'armée nigérienne. La MINUSMA note que la majorité de ces violations des droits de l'homme ont été commises dans le centre du pays, épicentre des violences dans le conflit malien. Cette région, depuis l'apparition en 2015 d'un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, connaît une multiplication des violences djihadistes. La MINUSMA a également documenté 34 exécutions extrajudiciaires commises par l'armée nigérienne au nord du Mali, près de la frontière nigérienne. Des accusations démenties par le ministère de la Défense nigérienne qui dénonce une tentative de discrédit de son armée par les forces onusiennes. Je vous propose à présent de suivre le point sur la situation du Covid-19 au Burkina Faso avec une amélioration constatée au vu de la régression du nombre de cas confirmés et du nombre croissant des guérisons. On voit tout cela avec Benjamin Kwame. Le point quotidien du comité de lutte contre le Covid-19 ce vendredi met un accent sur les actions menées pour lutter efficacement contre cette pandémie. D'abord, concernant les villes et régions en quarantaine, désormais la région du centre-sud ne fait plus partie de cette mesure de restriction. Et cela après avoir enregistré 0 cas 28 jours après. Globalement, les cas de contamination depuis quelques jours connaissent une baisse et c'est déjà une bonne nouvelle pour le comité. L'évolution de la courbe épidémiologique à la date d'aujourd'hui laisse entrevoir une tendance à la baisse du nombre de cas. En effet, à la semaine 11, c'est-à-dire lors de la semaine du 6 au 12 mars 2020, où nous avons commencé à notifier les cas, nous avions enregistré 15 cas. La semaine qui a suivi, soit la semaine 12, 84 cas. À la semaine 13, nous avons noté 147 cas. À la semaine 14, 118 cas. À la semaine 15, 151 cas. À la semaine 16, 76 cas. La semaine 17, 54 cas. La semaine 18, qui nous concerne actuellement, 6 cas. Comme vous le voyez, il semble que nous ayons atteint le pic à la semaine 15, soit donc au cours de la semaine du 6 au 12 avril 2020. Donc, le cumul des cas confirmés à la date du 1er mai 2020 est de 649 personnes, dont 257 femmes et 392 hommes. Nonobstant ce résultat satisfaisant, on enregistre à ce jour 43 décès et encore 8 régions sur 13 en quarantaine. C'est pourquoi la vigilance et la prudence doivent être de mise
toujours et encore respecter les mesures barrières. L'évolution de la courbe de la maladie au Burkina Faso laisse entrevoir une tendance à la baisse, mais nous devons rester vigilants si nous ne voulons pas avoir un rebond qui a été déjà observé dans certains pays lors de la relance des activités. C'est pourquoi nous voulons insister sur le respect des mesures de prévention qui sont prises pour casser la chaîne de transmission de la maladie. Plus nous allons respecter ces mesures, et plus nous allons accélérer la sortie du pays de la crise et la reprise des activités familiales, sociales, culturelles et économiques. Et pour ce faire, le Comité national de lutte contre le Covid-19 a quelques actions en perspective. Elles concernent les cas contacts avec un dépistage élargi. Nous allons poursuivre l'élargissement du dépistage. Nous avons choisi un dépistage ciblé, notamment chez les cas contacts, avec un protocole bien donné. Ce dépistage a déjà commencé le 30 avril, mais nous allons le renforcer au cours des semaines à venir, de telle sorte à ce que nous puissions couvrir les villes et les villages exposés. Nous allons ensuite faire le dépistage chez certaines personnes vulnérables, telles que les hémodialysés. Nous avons noté effectivement que sur les 43 décès, 6 faisaient la dialyse. Donc c'est une population vulnérable qu'il faut prendre en compte de manière spécifique. Et donc, dans les prochaines semaines, nous allons faire le dépistage systématiquement chez ces populations vulnérables. À cela s'ajoute un suivi dans les régions touchées pour être assuré que le système mis en place fonctionne normalement. Dr Brice Bikaba confie également qu'ils vont élargir les centres de prise en charge en rendant fonctionnel le centre de Pissi et l'ouverture d'un centre à Bogodogo. Sans oublier la prise en charge psychologique des malades et le personnel soignant. Et puis à ce jour, on enregistre 3 nouveaux cas confirmés, dont 2 à Ouagadougou et 1 à Nouna, 18 guérisons avec un total de 73 cas actifs. Le gouvernement burkinabé allège les mesures de quarantaine et suspensives des transports en commun. Le transport interurbain, périurbain et rural des personnes reprend ce lundi 4 mai. Une décision qui émane d'un accord signé le 30 avril dernier entre l'exécutif burkinabé et les acteurs du domaine. Une initiative salutaire qui met du baume au cœur des transporteurs, comme vous le verrez dans ce reportage signé Judith Chimadi et Achille Ouedraogo. Ils l'attendaient tous, la décision a été enfin prise. La suspension des transports interurbains, périurbains et ruraux de personnes au Burkina Faso pour cause du Covid-19 n'est plus en vigueur. Et ce lundi 4 mai, les compagnies de transport peuvent reprendre leur activité. Chez les transporteurs, le bonheur est à son comble. Un consensus a été trouvé entre le gouvernement burkinabé et les acteurs du domaine. Ceux-ci doivent reprendre leurs activités, mais sauf sous respect de certaines consignes et de gestes barrières au Covid-19. Le nombre de passagers sera réduit. Ils porteront des masques, se laveront les mains avant d'embarquer. C'est notre accord avec le gouvernement. Des mesures de restriction qui auront sans nul doute des répercussions financières chez les transporteurs et compagnies de transport. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. S'il faut 70 places, on doit prendre 40 places. Donc, c'est un peu compliqué. Mais on va faire avec. Comme c'est pour un bout de temps, jusqu'à ce que la maladie finisse, on sera obligé de faire avec. Certains transporteurs semblent déjà avoir trouvé la formule pour compenser le gap. Elle est toute simple, doubler la mise en ce qui concerne les prix des tickets de transport. Nous partons à Pau et Dakoula, alors que nous devons respecter la distanciation sociale. Une chaise entre 2 personnes. Avant, chaque passager payait 2500 francs, mais maintenant, on va augmenter le prix à 5000 francs. Si pour d'autres compagnies, les prix resteront intacts, certains responsables de gares routières et compagnies de transport que nous avons rencontrés sont un peu plus clairs. Nous n'avons pas encore statué sur les nouveaux tarifs de transport. On va juste s'entendre avec le client. Sinon, nous n'avons pas abordé la question d'augmentation de prix.
Quelle qu'en soit la situation actuelle, ils nourrissent tous l'espoir que la pandémie du Covid-19 prenne fin bientôt et que les choses reprennent leur cours normal. Des dizaines de pays risquent de se retrouver dépourvus de vaccins du fait des restrictions dans le transport aérien causées par la pandémie du nouveau coronavirus. C'est le constat fait par l'UNICEF qui tire la sonnette d'alarme. L'organisation a en effet constaté une baisse de 70 à 80% des envois de vaccins depuis le 22 mars dernier. Les pays concernés n'ont pas d'autre choix que de puiser dans leurs réserves de vaccins destinés aux situations d'urgence. Au total, 26 pays qui se trouvent principalement en Afrique, mais également en Asie, pourraient en être affectés. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, comme beaucoup d'autres organisations, craint que l'interruption de la vaccination de routine, en particulier dans les pays dont les systèmes de santé sont fragiles, entraîne des flambées épidémiques désastreuses en 2020 et au-delà. Les organismes des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et du Centre ont organisé une conférence de presse virtuelle pour faire le point sur l'évolution de la pandémie de coronavirus dans ces deux régions de l'Afrique. À travers une visioconférence, les responsables de ces organismes ont évoqué et indiqué à la presse les actions entreprises et celles en perspective pour combattre le Covid-19 dans cette partie de l'Afrique. Benjamin Kwame et Bachirou Sawadogo ont pris part à cette visioconférence. Voici la synthèse des échanges. Près de 120 personnes étaient en ligne pour cette visioconférence. Des responsables d'agences onusiennes et de nombreux journalistes africains, tous préoccupés par l'évolution de la maladie à coronavirus et ses conséquences. En Afrique de l'Ouest et du Centre, le nombre de cas de Covid-19 augmente régulièrement. Des régions déjà confrontées à de graves problèmes de développement et humanitaire. Il s'agissait donc d'échanger avec ces hommes de médias pour leur exposer les actions en cours pour contrer le virus dans ces deux régions de l'Afrique. L'augmentation continue du nombre de cas de Covid-19 en Afrique de l'Ouest et du Centre, une région déjà confrontée à de nombreux défis en matière de sécurité, de développement et d'aide humanitaire, donc suscite une réponse croissante. La réponse à l'épidémie de Covid-19 ne doit pas être faite au détriment des programmes et activités en cours. La stabilisation de la région, sur le plan de la sécurité comme sur le plan économique, doit rester une priorité. Une priorité qui nécessite une attention politique accrue, un soutien technique et un partenariat pour mobiliser des ressources pour la réponse sanitaire immédiate. Et dans l'immédiat, les agences des Nations Unies pensent qu'il faut prioriser la vie, mettre tous les moyens pour sauver le maximum de vies en clair. D'abord, il s'agit de sauver des vies, ensuite de protéger les personnes et après de reconstruire en mieux, parallèlement à la réponse sanitaire menée sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. Mais également, nous devons continuer à répondre aux urgences humanitaires, notamment comme prévu dans le plan mondial de réponse au Covid-19. Occasion faisant, les journalistes ont exprimé quelques préoccupations concernant la gestion de la pandémie par l'OMS, une gestion beaucoup critiquée. C'est ce que je peux dire concernant le critique auquel vous avez fait allusion, c'est que comme l'OMS, nous avons suivi l'évidence, nous avons suivi les informations disponibles pour conseiller et appuyer le pays à faire face à cette épidémie. Je peux dire aussi que nous sommes prêts pour avoir une évaluation après la fin de cette épidémie, des actions que l'OMS a prises basées sur l'évidence qui était disponible pour l'OMS. Nous sommes très ouverts à ça. Nous sommes prêts à améliorer notre capacité et nos actions, mais nous pouvons dire que nous avons basé ce que nous avons pu faire sur les informations et les évidences qui auraient été disponibles. La maladie est présente encore dans ces régions. Le groupe de développement durable des Nations Unies pour l'Afrique appelle les gouvernants de ces pays à aider véritablement les populations, surtout les plus vulnérables, avec la protection sociale. Il faut aider les personnes à faire face à l'adversité grâce à la protection sociale et aux services de base. Mais nous pensons également que nous devons protéger les emplois, soutenir les petites et moyennes entreprises ainsi que les travailleurs du secteur informel, que le droit à la santé est un aspect important. Il conviendrait donc de se concentrer sur les groupes les plus vulnérables et les plus marginalisés en assurant la continuité des services dans les milieux
fragiles et en soutenant les efforts qui visent à combler les lacunes dans le suivi des populations vulnérables. D'un commun accord, tous ces responsables d'agences des Nations Unies tirent la sonnette d'alarme sur l'après-Covid-19 en Afrique, car après cette pandémie, il faut aussi gérer l'épidémie de la faim, une conséquence de la maladie qui affectera très probablement de nombreux pays. En Tanzanie, le Covid-19 met à l'épreuve la démocratie. En 11 jours, 3 députés sont morts. Pour Chadema, le principal parti d'opposition, le coronavirus est la cause de ces décès. Il accuse le gouvernement de cacher l'ampleur de l'épidémie du coronavirus dans le pays. Le parti va plus loin. Il a demandé à ses élus de ne plus participer aux sessions parlementaires. Il en appelle à la prise de mesures conséquentes pour mettre les élus de la nation à l'abri de la pandémie. La Tanzanie est l'un des rares pays africains à ne pas avoir pris à ce jour des mesures contraignantes pour tenter d'enrayer l'épidémie du Covid-19 et son président est aussi l'un des rares dirigeants dans le monde à minimiser la gravité du coronavirus. Les écoles et universités ont fermé, mais les commerces, les marchés, les bus fonctionnent normalement. Le président Magufuli a appelé ses concitoyens à continuer à travailler et à prier dans les églises et les mosquées. Dans les salons de coiffure kényans, le coronavirus n'est pas un épouvantail, il est même associé à la beauté. Dans ce pays, l'art a dompté la petite bête qui a confiné plus d'un tiers de l'humanité. Le virus se décline dans une tendance capillaire qui sublime les femmes et naturellement, elles sont nombreuses à se bousculer pour se mettre à la mode coronavirus. Les coiffeuses l'ont ainsi baptisé en référence à l'apparence épineuse du virus vue au microscope. Le procédé de sa conception consiste à séparer les cheveux en une douzaine de sections pour ensuite les tordre et les envelopper par un fil noir épais de sorte qu'ils puissent se dresser. Les tresses résultantes ont l'apparence des protéines de pointe sur une membrane du coronavirus. La coiffe coronavirus fait donc recette et c'est tant mieux pour les coiffeuses qui font ainsi preuve de résilience face à un confinement économique périlleux. Ce matin, des fidèles musulmans se sont rassemblés massivement au siège de la Fédération des associations islamiques du Burkina pour exiger la réouverture des mosquées. Je vous propose d'entendre le porte-parole de ces jeunes musulmans, visiblement très en colère. Si l'ensemble des jeunes musulmans du Burkina est venu ici, c'est pour aider les responsables de la FAIB à obtenir la réouverture des mosquées. Au final, si demain dimanche, après la rupture du jeûne, il n'y a aucune décision relative à cet effet, nous, jeunes du Burkina, allons honorer la parole de nos responsables religieux. Puisque ces derniers demandent la réouverture des mosquées depuis quelque temps, nous sommes prêts à respecter les mesures barrières pour nous protéger de la maladie. Cela, l'islam même le demande. Mais je précise qu'aucune mosquée ne sera réouverte de force. Si d'aventure cela se produit, ce n'est pas de notre fait. Ça fait 20 jours que dure notre mouvement. Nous avons rencontré les autorités religieuses. Donc, comme les responsables l'ont demandé, nous allons réouvrir les mosquées dès demain soir. D'autres femmes trouvent dans la prière la force de rester debout face aux épreuves. Ce mois de Ramadan est particulièrement pour les femmes musulmanes l'occasion de réaffirmer leur soumission à Allah. Comment vivent-elles spécifiquement ce mois de privation et de prière? Oumou Konaté est allé à leur rencontre. Dans ce reportage, elle nous relate un quotidien partagé entre tâches ménagères, emploi et pratique du jeûne. Suivez. Le mois du jeûne musulman est un mois particulier et les femmes musulmanes ne doivent pas rester à marge, surtout du point de vue spirituel. Madina Tamboura est une jeune musulmane et déjà elle en fait de cette vision sa philosophie. D'abord, ça augmente la foi d'un musulman et puis ça te libère au fait parce que tu t'approches plus d'Allah en ce mois et également tu peux demander également tes vœux, tu peux faire tes vœux et ça se pourrait également qu'il exauce. Madina Tamboura n'est pas la seule à penser de cette façon. Les bienfaits spirituels en tant que musulman, c'est que ça a plus affermi ma foi, je prie beaucoup. Voilà, la prière actuellement c'est quoi? C'est qu'on puisse vraiment sortir de cette situation de coronavirus là. Malheureusement, cette année, le ramadan rime avec confinement et la chaleur ne facilite pas non plus la situation. Bon, avec la chaleur, là, c'est pas facile. Mais
Alhamdulillah, ça va. Pour moi, en tout cas, je me dis Dieu facilite les choses. On est confinés, nous jeûnons, nous prions chez nous. On ne va pas à la mosquée, ça c'est vrai. Mais nos habitudes n'ont pas changé en tant que telles. Je encourage beaucoup, en tout cas, aux musulmans de tenir bon, de faire le carême et tout. Le jeûne est le même pour tous les croyants, qu'ils soient hommes ou femmes. C'est une obligation pour tous, sauf si la femme n'est pas dans les dispositions psychologiques. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique.